sommes très heureux d'accueillir Jessina qui va nous parler des opportunités. Jessina, alors je ne veux pas dire une bêtise sur l'intitulé que vous donnez. Alors, vous êtes bon, vous allez vous définir vous-même, mais en tout cas, vous êtes un acteur important sur tout ce qui est immobilier francilien et vous avez des très gros enjeux sur les sujets de décarbonation. Donc, Nicolas, je vous laisse la parole et merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Avec plaisir. Bonjour à tous. Vous m'entendez bien? C'est parfait. Super. Donc effectivement, merci en tout cas pour l'invitation. Et donc, je m'appelle Nicolas Jandot, je suis directeur RSE de Gecina. Un mot très rapide sur Gecina. Donc Gecina est une foncière intégrée de bureaux et de logements, un des premiers acteurs européens et français. Un patrimoine qui vaut quand même la bagatelle de 20 milliards d'euros. Le premier acteur privé sur le parc résidentiel avec plus de 5000 logements. Donc vraiment une entité très forte de l'immobilier. 100 000 personnes vivent ou travaillent dans nos immeubles, qui sont essentiellement donc, dans Paris intramuros et en Île-de-France. Une des grandes caractéristiques de Gecina, c'est que Gecina a défini des objectifs très forts en matière de développement durable dès 2008. C'est pour ça que Gecina a réussi à diviser par 2 notamment ses émissions de gaz à effet de serre depuis 2008. Avait par exemple sorti ce qui est, alors pour encore quelques mois, je crois, la plus grande toiture végétalisée de Paris sur le toit du centre commercial Beaugrenelle. Donc voilà, c'est un acteur très engagé sur la vie de la ville et en particulier à Paris et Île-de-France, et c'est aussi un acteur très engagé sur le développement durable. Et donc, si on peut passer à la page suivante, on a donc justement défini chez Gecina une politique RSE très complète qui traite non seulement des problématiques environnementales, mais également des problématiques sociétales. Un des points qui nous est très important, c'est de dire que on n'est pas seul, bien au contraire. Le développement durable, ça ne marche que si on entraîne et si on capitalise sur le savoir-faire de son écosystème. Ça peut être des acteurs évidemment privés ou business. On travaille avec beaucoup d'entreprises, beaucoup de bureaux d'études, beaucoup de maîtres d'œuvre, beaucoup d'entreprises générales qui sont très avancées en matière de développement durable. Ça peut aussi être avec des acteurs associatifs. Donc en 2 mots, je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de tout, mais notre objectif phare, parce qu'il englobe un peu toute une série d'actions qui y contribuent, c'est justement d'atteindre 0 émission de gaz à effet de serre sur notre patrimoine en exploitation d'ici 2030. Donc ça, c'est ce qu'on a appelé notre plan Canopée 2030. Canopée, c'est un clin d'œil évidemment à la biodiversité, qui est un de nos autres très grands engagements. Et donc, ce Canopée, ça veut dire Carbon Net Zero Plan en anglais. Donc, vraiment, l'idée, c'est d'atteindre 0 émission de gaz à effet de serre en exploitation d'ici 2030. On arrive à le faire sur certains immeubles. À nous d'arriver à le massifier, de l'industrialiser sur nos 250 immeubles. C'est pour ça justement qu'on a, et c'est pour ça que ça nous intéresse de témoigner dans ce type de rendez-vous, c'est qu'on a besoin de tous les acteurs de l'immobilier, même ceux avec lesquels, entre guillemets, on ne contractualise pas directement, parce que clairement, on a besoin d'innovation, on a besoin de savoir-faire, d'industrialisation pour atteindre cet objectif. De façon assez classique, on travaille sur plusieurs sujets au sein du bas carbone. On veut évidemment minimiser notre consommation d'énergie, parce que ça, on sait que la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas, hein, tout simplement, et on ne peut pas se tromper là-dessus quand on fait des économies d'énergie. Un des autres sujets, évidemment, c'est d'utiliser de l'énergie qui est moins carbonée. Alors, ça nécessite beaucoup de réflexion, et là-dessus, je dirais, ça peut changer, hein. Donc, c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait de minimiser nos besoins en énergie. L'autre point, évidemment, c'est de prescrire des matériaux qui sont peu émissifs. Donc, avec Aero 2020, on a de plus en plus de matériaux de construction qui ont réalisé leur bilan carbone. Nous, on cherche à prescrire tout ça. On est très actif sur l'économie circulaire et en particulier le réemploi. On a travaillé à des opérations qui ont permis de réemployer plus de 100 tonnes, par exemple sur notre chantier phare
75 avenue de la Grande Armée, le Live, l'ancien siège de PSA et le nouveau siège de BCG. Aussi sur notre opération Mondo, là où on a réussi à tripler un peu ce volume de réemploi par rapport à notre opération Live. Donc, on est vraiment très, très engagé sur le terrain de l'économie circulaire et du réemploi en particulier. On travaille justement à avoir un patrimoine très propice au bien vivre de ces 100 000 utilisateurs. Donc là aussi, on s'est approprié, on a systématisé les meilleurs standards de marché, par exemple le label WELL. Et enfin, sur la biodiversité, on travaille non seulement pour, je dirais par exemple, déperméabiliser des cours intérieurs, pour en faire des espaces végétalisés aussi des toitures. Donc, c'est vraiment un point très important pour nous d'agir également pour la biodiversité qui sert aussi d'ailleurs l'efficacité énergétique et la résilience de notre patrimoine. Et voilà, comme je le disais, nous, c'est un point très important d'embarquer tout notre écosystème et un des travaux qui nous prend beaucoup de temps, c'est à chaque fois qu'on a un appel d'offres, et ben on fixe des exigences RSE. Voilà. Exigences RSE qui sont alignées avec notre ambition qui est très forte sur le sujet, comme vous le voyez. Et donc, ça se passe en 2 temps, c'est-à-dire que dans les cahiers des charges, on fixe les niveaux d'exigence qui sont les plus ambitieux en matière de développement durable. Et donc là-dessus, on se base évidemment sur des critères techniques en termes de coefficient d'isolation. Voilà, tout ça est très dépendant de la catégorie de produits ou de services qu'on achète. C'est un vrai travail du titan de se mettre entre guillemets dans la peau de chacun de nos partenaires et fournisseurs pour se dire c'est quoi le meilleur niveau de ce qu'on peut attendre sur le marché. On l'impose dans le cahier des charges. Et l'autre volet de ça, c'est de dire on veut travailler avec des entreprises qui sont engagées, qui progressent. Voilà. Donc, quand on a par exemple des partenaires d'exploitation, on va travailler on va les questionner sur est-ce que progressivement ils veulent remplacer leur flotte d'utilitaires diesel, par exemple, par de l'hybride ou de l'électrique. On a certains, je ne vais pas les nommer, mais on a par exemple certains ascensoristes qui ont passé des partenariats avec des filiales de mobilité électrique, en tout cas d'opérateurs de mobilité électrique, justement pour baisser le poids carbone des interventions qu'ils pourraient réaliser pour le compte de Gecina. Voilà, et donc si on passe à la dernière slide, sur ça j'ai parlé, un des points importants aussi, c'est qu'on veut certifier et labelliser notre patrimoine, et ça c'est une belle grammaire commune vis-à-vis de tout notre écosystème qui connaît bien les prérequis d'HQE exploitation ou HQE bâtiment durable. Il faut savoir qu'on a quand même 80% de nos surfaces en tertiaire qui sont certifiées HQE exploitation. Et on a systématisé le niveau à minima excellent ou exceptionnel sur HQE bâtiment durable depuis 2013. Donc c'est vrai que voilà, on met l'exigence aussi haut qu'on le peut. Cette exigence, elle se traduit sur notre programme Canopée que je vais présenter à la slide suivante, qui est de dire voilà, finalement, comment est-ce qu'on arrive à cette neutralité carbone en 2030. On travaille à identifier des solutions. C'est pour ça qu'on est toujours très à l'écoute de ce que font les acteurs engagés comme ceux du réseau du PEX, parce que voilà, il y a de multiples dimensions. Il y a des dimensions techniques, évidemment, le bâti, évidemment, le pilotage des équipements techniques, parce que c'est très bien de faire un commissioning au moment de la livraison de l'immeuble, mais il faut suivre ça comme le lait sur le feu pour s'assurer que les équipements sont toujours adaptés aux usages. On a systématisé, par exemple, la télérelève systématique des données énergétiques. Ça nous permet de détecter des écarts et de les corriger, de les traiter avec nos clients. On a des solutions non techniques qui sont liées justement à l'engagement des clients. Alors, évidemment, depuis 10 ans, on a l'annexe environnementale, mais ce n'est pas ça qui anime au quotidien la relation client. Nous, tous les collaborateurs qui sont en lien avec nos clients, avec leurs équipes techniques notamment et leurs facility managers, sont au fait de notre démarche bas carbone et de notre objectif de net zéro, et on engage le dialogue avec les clients. Par exemple, alors, pas plus tard que la semaine dernière, on dialoguait avec un client qui nous demande 25 degrés en hiver et 21 en été. Bon, ça, c'est sûr que d'avoir ces exigences-là, ça impacte énormément la consommation d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre d'un immeuble, même si son bâti est très performant. Donc, c'est un vrai travail d'engagement client. On a aussi tout ce qui est
stratégie d'achat, comme je le disais, passer des partenariats avec des industriels et des acteurs très engagés et acheter de l'énergie qui soit là aussi décarbonée. Donc, vous le voyez, on a toute une panoplie de solutions qu'on active au gré de chaque situation de nos immeubles. Évidemment qu'il y a certains immeubles haussmanniens qu'on ne peut pas emmener aussi loin en termes de performance énergétique ou carbone que des grands ensembles qu'on a livrés il y a quelques années. Mais en tout cas, c'est vraiment une démarche très partagée par Gecina et ses partenaires. Et aujourd'hui, pour le dire très clairement, nos partenaires d'affaires principaux ne peuvent pas travailler avec nous s'ils ne nous suivent pas sur cet objectif audacieux de viser zéro émission de gaz à effet de serre en 2030. Et voilà, nous sommes très convaincus de la coopération, de la co-construction, et on est en tout cas ravis que des réseaux comme le PEX existent pour justement fédérer l'énergie les initiatives de tous les acteurs engagés sur le sujet, parce que c'est comme ça qu'on arrivera à résoudre les développements durables, pas en jouant chacun dans son coin. Donc voilà, j'ai hâte aussi de pouvoir échanger dans le futur avec des membres de ce réseau, et je sais d'ailleurs qu'on échange et qu'on travaille aussi avec plusieurs d'entre vous. Donc voilà, n'hésitez pas à nous proposer des choses à Gecina, mais aussi à tout l'écosystème de l'immobilier. Je pense qu'aujourd'hui, moi j'ai travaillé pour pas mal de secteurs d'activité dans le conseil en développement durable. Je suis assez convaincu que l'immobilier fait vraiment partie de ces secteurs les plus engagés et qu'il y a la solution technique. Voilà. Aujourd'hui, quand on fait des rénovations lourdes sur nos immeubles, on arrive à diviser par 3 ou 4 la consommation d'énergie. Il n'y a pas beaucoup de secteurs économiques sur lesquels vous arrivez à décarboner aussi vite le produit ou le service que vous mettez en avant. Donc, c'est une vraie chance dans notre secteur, à condition de trouver les bons partenaires et de le mener bien. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette présence. Et nous aussi, on est ravis de vous connaître et de mieux connaître Gecina. Je vais donner maintenant la parole à la séquence efficacité énergétique. Donc, on devait avoir 4 intervenants, mais finalement, M. Drapier et M. Desclés ne peuvent pas être présents aujourd'hui. Ils s'en excusent chaleureusement. Donc, on a néanmoins une petite vidéo de Denis Drapier qu'on a pu filmer cette semaine, qu'on va vous passer. Et donc, pour commencer, je vais donner la parole à Olivier. Et Olivier, vous nous donnerez le démarrage pour la vidéo. D'accord. Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Bien, merci à tous. Merci OPEX pour l'organisation de cette séance ce matin. Merci pour l'invitation. Donc voilà, nous aujourd'hui, on voulait partager avec vous un projet que nous avons mené avec la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui n'est pas une mairie aussi grande que la mairie de Paris, mais il faut voir aussi toutes les initiatives locales qui sont déployées. Alors, Monsieur Drapier, qui est en effet le directeur des services techniques de la ville, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Et on a pu enregistrer une petite introduction qui va nous présenter un petit peu la ville, le contexte général de ce qu'ils font sur l'environnement et le contexte du projet. Vous avez quelques éléments déjà à l'écran, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, en effet, on peut lancer la vidéo. Ça demande des petits ajustements. Je m'appelle Denis Drapier, je suis actuellement directeur général à la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois depuis 9 ans. Je suis heureux de participer à la rencontre Ecotech de cette année. Je ne peux malheureusement pas être présent en direct avec vous ce jour, mais la société Avob m'a proposé de témoigner à distance sur notre collaboration qui date déjà depuis 3 ans. Je vous présente en quelques mots la commune de Sainte-Geneviève-des-Bois. Elle est située au nord de l'Essonne, avec une population de 37 000 habitants. C'est la ville centre de Cœur-Essonne agglomération, constituée de 21 communes pour un peu moins de 200 000 habitants. La commune porte plusieurs axes forts dans la politique publique depuis la nouvelle mandature. La démocratie d'implication, une ville éco-responsable. Nous sommes 4 fleurs au concours des villes fleuries depuis plus de 20 ans et une ville éducatrice.
Nous avons un patrimoine relativement important pour la taille de notre collectivité. Comme beaucoup de collectivités, la maîtrise de l'énergie est une priorité depuis quelques années. La nouvelle municipalité a validé un plan environnemental relativement important et exigeant et qui se positionne aussi dans une révision générale du PLU avec évidemment toutes les normes environnementales ad hoc. Un des sujets sera la mise en œuvre d'un plan carbone qui sera validé au conseil municipal de la rentrée de septembre. Concernant notre collaboration avec la société Avob, elle a commencé en 2017. Tout d'abord, j'ai été démarché pour une démonstration, une description de l'ensemble des services que pouvait nous apporter cette société. Et cette solution semblait simple et efficace avec des investissements raisonnables et un temps de retour relativement faible puisque c'était de 2 à 3 ans. Cette démarche a coïncidé avec la volonté de la direction générale de commencer une gestion analytique de nos consommations énergétiques. Dans le même temps, dans le même calendrier, un demi-poste a été créé au sein des services techniques pour gérer les fluides et les carburants. Pour vous donner une idée, le budget des fluides représente environ 1,8 million par an. Il y a eu une première étape en 2018, c'était une analyse de l'ensemble de nos consommations et Avob nous a communiqué une liste de bâtiments énergétivores qui nous a permis de faire une premier diagnostic. Nous avons commencé l'expérience avec Avob timidement, avec un diagnostic plus ciblé sur la salle de spectacle polyvalente Gérard Philippe. C'est une salle qui avait été rénovée en 2010, mais malgré tout, malgré cette rénovation récente, nous avions des consommations énergétiques relativement importantes. Et donc là, la solution d'Avob, elle a été de mettre en place des sondes, de mettre en place tout un système d'analyse des consommations. En juin 2020, une analyse complète a été réalisée qui a permis de révéler que 7 sites, particulièrement sur nos 80 bâtiments, avaient des consommations anormalement hautes, malgré la période Covid, avec des fermetures de plusieurs semaines ou plusieurs mois. Donc là, ce qui était intéressant, c'est que vous savez que normalement, l'opérateur et le fournisseur d'électricité nous doit une analyse aussi également de nos abonnements et de nos consommations. Et là, on a pu croiser les éléments entre notre fournisseur historique et la société Avob. Pour aller plus loin dans notre partenariat, c'est la mise sur la plateforme de la gestion énergétique de 145 licences. C'est d'équiper de sondes et de systèmes de contrôle un certain nombre de bâtiments plus importants, comme des gros groupes scolaires et aussi quelques gymnases. Donc voilà en quelques mots où nous en sommes de la collaboration avec la société Avob. Juste des freins qui n'en sont pas, mais ça complexifie un petit peu la démarche, et que effectivement dans le cadre de la mutualisation des moyens avec l'agglomération et l'osmose, ces questions d'énergétique, de contrôle sont au centre des préoccupations des élus, mais on a un problème de calage, de calendrier, d'objectifs et de coûts pour essayer de trouver des solutions un peu mutualisées. Donc nous, on a estimé que le calendrier était un peu trop lointain et nous avons commencé à travailler avec eux afin de mettre en exergue quelques expériences pour prouver aux élus que c'était compliqué d'attendre que tout le monde soit d'accord pour faire quelque chose et pour être efficace. Voilà en quelques mots ce que je voulais partager avec vous et je vous laisse continuer les conférences et je vous souhaite une bonne journée. Merci. Olivier, je vous laisse reprendre. Oui, donc voilà, donc le résumé sur le projet et sur les ambitions de la ville,
vous a été donné par M. Drapier, avec en effet, en ce qui nous concerne, dans notre collaboration avec la mairie de Sainte-Geneviève-des-Bois, un focus vraiment sur le suivi des consommations énergétiques des bâtiments, alors que ce soit les écoles, pardon, les gymnases, les salles, etc., pour les aider à maîtriser leur budget, hein, près de 2 millions, et les aider à réaliser des économies. Et puis, dans ces derniers temps, on va en parler tout à l'heure, sur l'accompagnement sur le décret tertiaire et tout ce qui en découle. On va peut-être pouvoir passer à la slide suivante pour vous présenter rapidement qui nous sommes et ce que nous faisons. Nous sommes vraiment spécialisés dans l'accompagnement et l'aide sur la maîtrise énergétique des bâtiments tertiaires. On se repose sur notre plateforme d'analyse énergétique qui a un petit peu 2 volets. Il y a tout un aspect d'intégration de données diverses et variées, que ce soit les consommations, les factures, on intègre les données patrimoniales de nos clients, la météo, etc. Tout ça pour agréger, dans un grand mot, du big data énergétique, pour très rapidement comprendre ce qui se passe sur son parc immobilier, identifier, comme l'a dit M. Drapier, les sites les plus énergivores et pouvoir se focaliser là-dessus. Et dans un second temps, donc la partie du bas, pouvoir instrumenter les différents bâtiments pour pouvoir les corriger les erreurs, parce que c'est bien d'avoir déjà de se rendre compte là où sont les erreurs, mais c'est encore mieux de pouvoir agir. Et surtout, notre singularité, c'est de pouvoir agir de manière vraiment intégrée, quel que soit le type de bâtiment, le système technique, parce que nous, on n'est pas fabricant de matériel, et donc on va pouvoir intégrer un parc très hétérogène et surtout automatiser cela pour avoir quelque chose qui fonctionne entre guillemets tout seul. Donc, on voit bien aujourd'hui, il y a une grande volonté d'agir, et c'est très bien. Pour pouvoir agir, il faut pouvoir d'abord un petit peu comprendre ce qui se passe, et avant de comprendre, il faut pouvoir mesurer. Et c'est là un petit peu la démarche que nous avons déployée sur la ville de Sainte-Geneviève-des-Bois, avec globalement, nous travaillons à peu près 50% pour des entités publiques et 50% pour des entreprises, des grands groupes, etc. Et depuis 2-3 ans, on a réalisé plus de 10 millions d'euros d'économies et on a effacé plus de 10 000 tonnes de CO2. On va passer à la slide d'après qui va rentrer un peu plus dans le détail du projet qui a été mené avec donc, la ville. Donc, au départ, plus de 150 compteurs analysés, que ce soit l'électricité et du gaz principalement, où on est allé récupérer l'ensemble de ces données. Vous avez une petite carte qui n'est pas forcément très révélatrice, mais qui très rapidement a donné les bâtiments qui étaient OK, entre guillemets, et puis ceux sur lesquels il fallait porter une attention, alors, soit en orange, soit carrément en rouge, qui étaient en surconsommation. Comme l'a dit M. Drapier, la solution, on a commencé à travailler avec eux en 2017-2018, et puis la solution a été déployée en 2019. 2020 a été une année un peu particulière, mais malgré ce, on a pu identifier un certain nombre de dérives. Là, plus de 8 000 euros d'économie sur ce périmètre-là, et ce qui a payé la solution en moins d'un an, donc retour sur investissement en moins d'un an sur cette solution, et l'identification donc de 7 bâtiments pour passer à la phase d'après, qui est de l'instrumentation, pour avoir du pilotage automatique. On va passer peut-être justement sur cette slide-là, avec un exemple donc d'une salle de spectacle, donc la salle Gérard Philippe, qui a été équipée de différents capteurs, de différentes sondes. On a la capacité aussi de se connecter sur ce qu'on appelle les GTB, les systèmes de gestion technique des bâtiments, de manière transparente et uniforme, puisqu'on va pouvoir intégrer les différents fournisseurs pour pouvoir rentrer vraiment dans le détail et aller corriger ce qui ne va pas. Et en l'occurrence, pendant le Covid, cette salle-là restait chauffée, restait allumée une bonne partie du temps. Donc, on a pu corriger très rapidement les surconsommations et leur apporter des économies. Alors, durant les mois, donc fin 2019, début 2020, je dirais d'une utilisation normale, on était déjà sur une économie de 18-20%. Naturellement, après, dans les mois suivants, les économies ont été bien supérieures. Maintenant, on attend de repasser sur un mode de fonctionnement un peu plus normal pour voir les économies
et pouvoir déployer la solution, comme l'a dit M. Drapier, à la fois sur des écoles, des gymnases. La problématique des écoles aussi, ce n'est pas uniquement de faire des économies d'énergie, mais c'est aussi de travailler sur le confort, parce que ce soit le confort des enseignants ou des élèves, c'est quelque chose d'important. Et on intègre aussi maintenant dans nos solutions le monitoring de la qualité de l'air, que ce soit au niveau CO, CO2, etc. Une dernière slide, je crois, derrière, qui est un petit peu, alors là, je change de casquette, je prends la voix de M. Drapier, pour partager un petit peu son et nos feedbacks sur ce projet. Le premier, c'est surtout de se dire, n'attendez pas. On a en tête les objectifs du décret tertiaire sur 2030, 2040, 2050, très bien, mais n'attendez pas, vous avez plein de solutions qui existent aujourd'hui, il y en a une autre, mais il y en a d'autres aussi, d'autres partenaires, avec des résultats qui peuvent être très intéressants dès les premiers 12-18 mois. Donc, surtout, allons-y. Et c'est amplifié, je dirais, accéléré par ce dont on vient de parler dans les heures précédentes sur les financements, les subventions, les réglementations aussi. On a parlé de décrets tertiaires, les décrets BACS pour les bâtiments tertiaires plutôt privés. Voilà. Et puis, le conseil aussi de commencer par une analyse rapide de son parc pour pouvoir cibler et pour pouvoir justement engager les investissements sur les projets qui auront le meilleur impact et le meilleur retour sur investissement. Se faire aider d'experts, bon, nous sommes là à votre disposition, mais il y en a d'autres. Et sur ce secteur-là, comme on a un petit peu abordé précédemment, le but est de travailler ensemble. Et enfin, le dernier point, c'est vraiment, et nous on l'a vu parce que ça fait plus de 15 ans qu'on a ces expériences-là sur l'environnement, l'efficacité énergétique. Jusqu'à il y a assez récemment, ces projets-là étaient vraiment menés par des gens motivés. Olivier. Tout à fait, c'est la dernière phrase. Des projets motivés par des personnes. Il faut passer vraiment d'une volonté individuelle à une volonté collective et se mettre tous ensemble autour de la table sur ces projets-là. Voilà, donc nous sommes à votre disposition s'il y a d'autres acteurs du territoire qui veulent réaliser également ce genre de projet. Merci. Je vous laisse mettre vos coordonnées dans l'espace de conversation pour que tout le monde les retrouve. Merci beaucoup Olivier, puis Denis Drapier pour sa présence en vidéo. Je vais maintenant accueillir Erwin Biswarn d'Evolution Énergie. Bonjour. Pour le dernier binôme, mais en solo malheureusement. Donc Erwin, c'est à vous. Merci Louise, merci OPEX de m'accueillir. Je vais présenter aujourd'hui un projet qu'on a fait conjointement avec la région Île-de-France et où Thibaut Desclés a eu une urgence, il s'excuse, il ne peut pas nous rejoindre. Donc GPS, c'est une réponse francilienne sur la transition énergétique. Aujourd'hui, la transition énergétique, comme on l'a vu ce matin, elle peut être abordée de plein de façons. Et en fait, entre PME innovantes de l'Île-de-France, on s'est dit, tiens, on entend beaucoup parler de smart grid, de microgrid, d'autoconsommation. Aujourd'hui, il y a des pilotes qui ont été faits, surtout par des grands groupes. Mais nous, en tant que PME, on pense qu'on a une réponse qui est viable, qui peut être mise en production et qui peut faire un démonstrateur pour les PME franciliennes dans ce domaine-là. Donc, on s'est rencontrés au sein du pôle de compétitivité systématique. On a construit ce projet et on l'a créé. Donc, et ce projet, c'est Grid Power for Sustainability. Donc, un projet francilien sur les smart grids. Slide suivante. Donc, aujourd'hui, quand on parle de transition énergétique, eh bien, de plus en plus, on parle de boucle locale d'énergie. Ces boucles locales, les termes qui y sont associés désormais, c'est de plus en plus de l'autoconsommation. On est rarement sur de l'îlotage complet de ces boucles, mais de plus en plus essayer de consommer ce qui est produit sur votre toit, ce qui peut venir de la géothermie de votre sol, ce qui va pouvoir alimenter votre véhicule électrique ou gérer la flexibilité du bâtiment
avec des véhicules électriques ou des batteries, impliquer de plus en plus les usagers aussi dans le pilotage. Ces usagers pouvant être soit acteurs, soit à minima informés sur l'impact de leur consommation énergétique. Et là-dessus, on va dire qu'on en parle beaucoup, de tout ce qui est microgrid et smart grid. Aujourd'hui, il y a peu d'endroits où vous en avez qui ont vraiment été mis en place. Si vous me dites, OK, je vais aller voir un vrai démonstrateur microgrid en France, quelque chose qui marche, où les données sont correctes et qui est vraiment visible au jour le jour, vous me dites, tiens, demain, je vais aller visiter votre microgrid. En fait, il y en a très peu. Et il n'y en a pas avant GPS qui soit un projet de PME. Donc, GPS, c'est vraiment notre réponse. Slide suivante, s'il vous plaît. Où le but a été en fait de combiner vraiment le meilleur de ce qui pouvait être fait au niveau des expertises de TPE, PME. Globalement, en fait, toutes les PME qui sont impliquées font moins de 50 personnes par PME. Par contre, elles sont toutes engagées pour le climat et certaines d'entre elles ont des reconnaissances mondiales, comme le label Solar Impulse, meilleure start-up de la Commission européenne, des très gros projets au niveau français ou international. Et pour autant, ce sont des petites sociétés. Et donc, ce sont des sociétés qui créent de l'emploi, qui se développent. On a décidé donc en fait de construire un projet où, côté évolution énergie, notre spécialité, c'est de fournir une plateforme logicielle qui va gérer en fait tout ce qui est captage de données, mais aussi gestion des transactions du côté contractuel en fait entre votre chauffe-eau, votre véhicule électrique, vos panneaux solaires, parce que tout ça, ça a un prix aussi. Ça a un prix financier, ça a un coût carbone. Donc l'idée, notre métier, c'est d'optimiser tout ça, à la base pour des industriels, des ports, des aéroports et des villes. Donc, et on s'est lancé depuis quelques temps dans la partie infrastructure et plus petite infrastructure. D'autres visions, une petite société française spécialiste dans le captage de données ultra sécurisé, qui travaille aussi pour des bâtiments publics sensibles, pour tout ce qui est suivi énergétique notamment. Le transfert d'informations, eh bien, on voulait ne pas passer par de la 5G pour des questions de consommation énergétique notamment. On est passé sur du Wi-Fi mesh pour justement conserver la donnée aussi, assurer de la sécurisation et de la propriété de cette donnée. Le pilotage batterie a été fait par une société, une start-up française, Illum, qui est spécialisée là-dedans. Parce qu'en fait, une batterie, ça a une durée de vie qui peut être plus ou moins longue en fonction de l'usage que vous en avez. Vous le voyez, slide précédente, s'il vous plaît. Vous le voyez au jour le jour. Et là-dessus, on a un partenaire aussi qui fournit des véhicules pour la partie autopartage et pour l'impact que va avoir le véhicule dans le microgrid. Associé à ce projet, donc c'est un projet qui a été monté par les PME et on est allé voir des laboratoires et voir des territoires de démonstration pour leur dire est-ce que ça vous intéresse de travailler avec nous et est-ce qu'on peut installer nos solutions chez vous. Donc, ce n'est pas un projet qui vient de la R&D qui a été ensuite déployé auprès des startups. Donc, on a convaincu Polytechnique, le CESI et la pépinière Sénart. Donc, voilà, slide suivante, s'il vous plaît. Erwin, il faudrait conclure en 30 secondes, si possible. Bien sûr. Merci. Okay. Donc, c'est un projet qui a été labellisé par le pôle systématique sur un budget, donc un projet FEDER, donc uniquement des fonds européens, à 42% subventionnés par l'Europe, plus de 57% par les PME, et qui vient d'être finalisé. Le montant total était d'environ 2 millions d'euros, donc un gros investissement du niveau des PME pour avoir justement ce démonstrateur. Slide suivante. Voilà. Donc, le projet a été soutenu par le pôle systématique
et la région Île-de-France, en France et à l'international. Slide suivante, et je vais conclure. Donc, à l'international, les retombées économiques sont qu'aujourd'hui, notre première vente, elle a été faite en Chine. Le projet a été acheté par la ville de Hangzhou. Donc, on est allé le commercialiser en tant que PME francilienne, et ça a été acheté et payé, je précise, par la ville de Hangzhou pour son district de SciTech City. Et on s'est arrangé lors d'un déplacement de Valérie Pécresse pour promouvoir le tourisme et où elle allait en fait signer avec Alibaba pour Alipay pour que les Chinois viennent payer en France avec le système Alipay. Eh bien, on lui a demandé de parrainer la signature de ce projet, ce qu'elle a très gentiment fait. Slide suivante et dernière slide. Il faut qu'on s'arrête là, sinon on déborde trop. Dernière slide, s'il vous plaît. Donc, la deuxième retombée économique, c'est ce qui nous a permis d'intégrer le marché éditeur de logiciels de l'UGAP. Donc aujourd'hui, on est disponible pour les collectivités qui peuvent acheter notre solution via l'UGAP. Merci beaucoup. C'était mon avant-dernière slide. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci, j'en profite pour dire 2 mots. Ce que je retiens, indépendamment de la solution technique que vous avez présentée, c'est les PME sont performantes quand elles sont ensemble, et c'est justement la genèse du PEX, c'est ça. C'était au départ même le plan export des éco-entreprises, et c'est ce qu'on fait au quotidien. Et l'autre point, c'est par rapport à Systématique. Donc j'en profite pour faire un appel à Systématique avec qui on est en relation ponctuellement, mais on voit qu'il y a des vraies synergies et comment justement Systématique peut rejoindre aussi de manière plus concrète cette dynamique au niveau des éco-entreprises en Île-de-France. Donc voilà, ça c'était un petit point. Et je vais maintenant passer la parole à Sophie qui va justement vous présenter l'écosystème d'animation au niveau du territoire francilien. Sophie, je te laisse la parole. Alors, j'ai le plaisir d'introduire les réseaux présents en Île-de-France aux côtés des territoires en transition. Donc, on a un panel de réseaux qui vont vous présenter quelle est leur offre et comment, par les réseaux, on dynamise les relations entre les éco-entreprises et les territoires. Donc, aujourd'hui, on aura le club IDF Éco-entreprise, Fibois Île-de-France, la FIMEA, Matériopole, le TEDIF, le réseau TEDIF et la Green Tech Innovation qui vont se présenter. Il aurait fallu, pour faire bien pour les réseaux du PEX, il aurait fallu qu'il y ait l'UPDS, l'UPGE, le FEDEREC qui est présent en Île-de-France, il y en a pas mal. Donc, je laisse la main à Aline. Je vous ai tous prévenus, mes 6 réseaux présents. Vous aviez 5-6 minutes. On a coupé à 3 pour essayer de rattraper du temps qui s'est fait manger par la rencontre. Je sais que vous êtes dynamique et que vous aimez les défis, donc je vous remercie d'avance. Louise, Aline, elle voudrait présenter juste la slide 3. Merci beaucoup. Aline, oui, la dernière slide en fait. La dernière. Tu mets juste la dernière slide et je vais parler et comme ça, on ne perdra pas trop de temps. Vas-y encore, voilà, merci. Donc Aline Maréchaux, je vais vous présenter au titre de vice-présidente, j'ai la joie d'être vice-présidente du club des éco-entreprises d'Île-de-France. Rapidement, ce club des éco-entreprises a été fondé en 2020 à l'initiative du PEX et de l'ADEME, fort du constat que la demande était de plus en plus croissante sur les sujets de la transition et l'objectif était vraiment de structurer et d'identifier l'offre. Donc c'est un club qui permet à la fois de nous réunir et à la fois de communiquer ensemble. Et l'idée, c'est justement à cette interface entre l'offre et la demande, de pouvoir créer avec vous des partenariats. La mission de ce club, c'est de réunir du coup les éco-entreprises pour accélérer cette transition écologique des territoires et des industries qui y sont implantés. On couvre plusieurs domaines, mais je vous invite à venir voir notre site internet, l'eau, l'air, l'économie circulaire, le bâtiment, mobilité, etc. Je ne vais pas m'attarder sur ces points puisqu'on en parle déjà depuis ce matin. La démarche du club, c'est un club vivant qui se structure en ateliers différents tout au cours de l'année. Dans ces ateliers, on a la chance de pouvoir recevoir les services de l'État, puisque le fait d'être parrainé par l'ADEME et le PEX, on est en contact avec ces services. Ça nous permet des mises à jour régulières sur les financements, les appels à projets, les AMI, le plan de relance, etc. Et on a d'ailleurs la joie de voir la Banque des Territoires qui vient de nous rejoindre, notre partenaire. On a des organisations, donc des gros donneurs d'ordre qui viennent pour présenter des opportunités, ce qui intéresse aussi le club. On a eu Paris 2024. Et on a des experts qui viennent justement nous permettre de monter en compétences. On va avoir un avocat spécialisé bientôt
bientôt. Et c'est à ce titre et c'est dans ces ateliers que nous vous invitons, alors entreprises à nous rejoindre, bien sûr, vous allez vite y voir votre intérêt, mais vous aussi, donneurs d'ordre, que ce soit des services, que ce soit vous, élus, ou vous, les services, on a besoin de vous rencontrer de manière à monter des partenariats avec vous et entendre quelles sont vos attentes. Et c'est ensemble qu'on pourra avancer et concrétiser. L'idée pour nous, c'est justement le fait d'avoir un panel d'entreprises qui couvre énormément de domaines, pouvoir avec vous, vous proposer des entreprises qui peuvent vous conseiller pour bâtir votre stratégie de transition, où que vous en soyez, où vous démarrez, où vous êtes déjà très avancé, on peut intervenir. Au niveau de la stratégie, vous permet d'identifier les problèmes par des diagnostics précis. On a eu quelques exemples tout à l'heure dans les partages. On a aussi des entreprises qui ont des solutions concrètes pour résorber les problèmes qui ont été identifiés. Et on a aussi des entreprises qui vous permettent de faire autrement, c'est-à-dire d'être vraiment en avance et de pouvoir vous proposer d'autres manières d'agir. En bref, avec le club ou avec les entreprises du club, l'idée, c'est de pouvoir concrétiser cette démarche avec des solutions pertinentes, extrêmement dédiées à vos problématiques, locales et créatrices d'emplois, on l'a bien vu. Donc voilà, aujourd'hui, c'est juste pour vous inviter, vous, entreprises, rejoignez-vous, parce que plus on est nombreux, plus on couvre un champ d'offres importantes, et vous, les donneurs d'ordre, c'est avec vous qu'on va travailler. Donc, devenez partenaires, venez à des ateliers, racontez-nous quels sont vos problèmes, où est-ce que vous en êtes, comment on peut vous accompagner. On est sûr, probablement, on a la solution. Merci. Merci Aline d'avoir joué le jeu. Maintenant, nous allons recevoir Catherine Desportes de Fibois, Île-de-France, qui va nous présenter également en quelques minutes en quoi Fibois Île-de-France est utile et pour les éco-entreprises et pour les territoires. Catherine, c'est à vous. Merci beaucoup, Sophie. Oui, je passe après Aline, donc j'ai la pression parce qu'elle a vraiment tenu. Oui, elle a géré. Je vais essayer de faire comme elle. J'ai un débit un peu moins rapide, mais allons sur la première slide. Donc, Fibois Île-de-France, c'est l'interprofession francilienne de la forêt et du bois, et on fédère depuis 2004 les acteurs économiques de la filière francilienne sur la forêt et le bois. Donc, depuis pas maintenant. Je vais parler. Pardon? J'ai coupé le son. Non, c'était Isabelle qui parlait à quelqu'un d'autre. J'ai coupé son son. Pardon, allez-y. Donc, on fédère les acteurs économiques de la filière et on se situe au sein d'un réseau d'interprofession en région auquel on fait beaucoup appel pour pouvoir gérer les difficultés ou les questions et les sujets de travail avec nos adhérents. Donc, sur la slide suivante, je crois qu'il y a la typologie de nos adhérents. Donc, effectivement, comme on est une interprofession, on fédère des acteurs qui sont représentatifs de la filière forêt-bois. Donc, on a des acteurs de l'amont forestier qui sont représentatifs des forêts franciliennes à la fois privées et publiques et également des experts forestiers qui interviennent en région francilienne. Et ensuite, sur le sujet du bois construction, mais également du bois énergie, on regroupe des acteurs économiques qui sont représentatifs de la première transformation du bois, bien sûr les scieurs, il n'y en a plus beaucoup en Île-de-France, mais il y en a encore quelques-uns. Et puis ensuite, des entreprises de la construction bois ou des industriels du bois construction. Puis ensuite, ceux qui conçoivent avec du bois, les architectes et les bureaux d'études sur le sujet du bois construction, et bien sûr les grands donneurs d'ordre franciliens qui construisent avec du bois, que sont bien sûr les aménageurs franciliens, les bailleurs sociaux, mais également les promoteurs immobiliers qui, dans l'ensemble maintenant, s'intéressent au bois et en tout cas commencent à construire et à faire des projets avec du bois. Les axes de notre feuille de route, donc évidemment en tant qu'interprofession, on a bien sûr un premier rôle qui est la fédération, la structuration de la filière et en fait tout un aspect de communication sur les sujets de notre feuille de route que sont l'amont forestier, le bois construction et le bois énergie. Ensuite, bien sûr, on anime des acteurs de l'amont forestier pour pouvoir, par exemple, je vous donne un exemple, par le biais d'une plateforme sur laquelle qu'on va bientôt mettre en ligne, qui permettra à des projets sylvicoles en fait, de trouver à la fois des financeurs d'un côté qui veulent faire de la compensation par carbone et des propriétaires forestiers qui cherchent des financements pour faire évoluer leurs forêts et mener des projets de replantation. Ensuite, on a un axe sur l'industrialisation de la filière bois qu'on travaille beaucoup avec nos financeurs pour pouvoir trouver et orienter nos adhérents vers des financements de la région Île-de-France ou de l'État. Ensuite, plus spécifiquement, mais j'y reviendrai, la prescription du bois construction, le sujet du bois énergie et globalement le sujet de la formation.
Et sur le sujet du bois construction que je connais mieux, puisque moi c'est celui dont je m'occupe chez Fibois, je voulais vous parler du pacte bois biosourcé, qui est une initiative qu'on a menée depuis 1 an et demi et qui a permis à 38 signataires et en particulier à 6 collectivités franciliennes déjà de s'engager dans la construction bois et biosourcé en promettant sur leur production francilienne de s'engager à construire entre 10 et 40% de surface de plancher avec du bois et des biosourcés. Et voilà, si je vous en fais part, c'est parce que nous, Fibois Île-de-France, on anime cette communauté de référents signataires par une animation trimestrielle et par le biais d'un apport d'expertise, d'ateliers thématiques qui sont organisés et qui permettent en fait à ces collectivités de faire les premiers pas sur la construction bois biosourcé. Et le deuxième dispositif dont je voulais vous parler, c'est un dispositif qui existe depuis 2 ans maintenant, qui s'appelle le Booster Bois Biosourcé, qui est co-porté par Fibois Île-de-France, par le FCBA, par la région Île-de-France, par l'EPAMARNE, l'Ordre des architectes et des académiques comme l'Université Gustave Eiffel ou l'Université Paris-Est. C'est un dispositif d'accompagnement des porteurs de projets innovants qu'on connaît par le biais d'appels à projets. On est en train de clôturer le 2e appel à projets. Et ensuite, ces porteurs de projets sont orientés vers des financements et sont accompagnés par l'ensemble des membres du Booster Bois Biosourcé pour les aider à faire aboutir leur innovation et à la faire entrer le plus rapidement possible sur le marché. Merci beaucoup, Catherine. C'était parfait. Finalement, le débit était impeccable. Étienne, ça va être à toi. Il va falloir faire aussi bien que Aline et Catherine. En 3 minutes, expliquer la FIMEA et le pourquoi du comment. Je compte sur toi. Merci. Oui, le challenge va être dur à relever. On va essayer de faire vite et court. Donc, on va passer tout de suite sur la 2e diapo. Déjà, c'est gagné. FIMEA, c'est quoi? C'est la Fédération interprofessionnelle des métiers de l'environnement atmosphérique. Donc, un peu comme Fibois, c'est une interprofessionnelle. La différence, c'est que c'est une économie ou un métier qui émerge, qui est très, très jeune et donc qui n'est pas encore clairement établi. Et il y a un véritable enjeu qui est celle justement de faire émerger une économie structurée et pérenne, qui sera d'ailleurs gage de la pérennité des solutions pour améliorer la qualité de l'air. S'il n'y a pas d'économie de la qualité de l'air, il n'y aura pas de pérennité des solutions qui seront attachées. C'est une évidence, on essaye de porter ça à tous les niveaux, et en particulier au niveau du ministère de l'économie, mais c'est un peu dur, mais heureusement, le PEX nous y aide fortement. Alors, FIMEA, c'est une centaine d'entreprises quand même en France, et dont le gros tiers est en Île-de-France, qui forment un réseau d'entreprises dont les métiers portent sur la mesure, sur l'expertise, sur la purification, et il y a un gros pôle qui est sur la communication, parce que l'enjeu numéro 1, c'est d'évangéliser, d'apporter la bonne parole aux décideurs. Aujourd'hui, les décideurs, quand on leur parle de qualité de l'air, répondent encore CO2, ce qui est une aberration. Et on le voit même dans les programmes d'ailleurs des candidats aux régionaux où le CO2 est inclus dans la qualité de l'air. Donc on voit bien qu'il y a un gros travail d'évangélisation de ces gens pour leur faire comprendre que la qualité de l'air, ce n'est pas que le CO2. C'est aussi une intelligence collaborative, c'est-à-dire que forcément l'air, comme c'est partout, c'est nulle part. Et donc on a un gros travail à faire pour inclure ce petit porte-clés. L'air, c'est un porte-clés sur un porte-avions. Donc, il faut qu'on arrive à faire émerger cette question à tous les niveaux et que cette question devienne aussi un enjeu économique. Parce que pour l'instant, c'est surtout un enjeu de communication. On parle beaucoup sur l'air, mais quand il s'agit ensuite de mettre un peu d'argent pour avancer sur des solutions un peu concrètes, c'est très compliqué parce que globalement, on va agir sur la mobilité, on va agir sur l'énergie, on va agir sur mais l'air n'est pas le maître mot. C'est forcément, et donc comme c'est partout et nulle part, non, la slide 2 encore, s'il te plaît. Voilà. C'est un enjeu de régionalisation. Donc, on a créé des antennes régionales de FIMEA de manière à ce que le message de la qualité de l'air, qui est un message éminemment local, qui concerne les citoyens, se retrouve au plus près des territoires et au plus près des citoyens.
Et enfin, c'est une volonté de filière d'excellence et d'avenir, avec des actions au niveau national à toutes les échelles et pour impacter un peu tous les ministères. La deuxième diapo, s'il vous plaît. Voilà. Et pour porter ce message de nouvelle économie de l'air, on propose en fait 5 grands axes d'action pour porter l'économie de l'air. Donc, je ne vais pas les citer, vous les avez, mais c'est pour vous montrer qu'on a un message très concret et qui s'associe, alors slide d'après, la prochaine, voilà, qui s'associe aussi à une notion d'écosystème de la qualité de l'air, c'est écosystème, où là, ce ne sont pas seulement les entreprises qui sont impliquées, mais vraiment l'ensemble des acteurs, que ce soit public, privé ou associatif, hein, parce que c'est l'ensemble de ces acteurs qui vont former une synergie et qui vont permettre de faire émerger justement cette économie de la qualité de l'air qui doit être très localisée. Dernière diapo, je pense. Donc, une offre de services structurée hein, de plus en plus. Et merci. Dernière diapo. Ça aussi, c'est une offre, je ne vais pas trop m'appesantir dessus pour être rapide. Voilà, la Fédération interprofessionnelle des métiers d'environnement atmosphérique est à votre disposition. Et plus spécifiquement, la FIMEA Île-de-France, qui doit travailler, je dirais, main dans la main avec la nouvelle association des éco-entreprises d'Île-de-France. Merci. Et d'ailleurs, notre nouveau président appartient à une entreprise qui est à la FIMEA. Donc voilà, on a tout pour la qualité de l'air. Alors, je vais maintenant, merci beaucoup d'avoir joué le jeu, Étienne. Maintenant, je vais donner la parole à Arnaud Bousquet, qui est donc le directeur de Matériopôle, qui est donc, comme son nom l'indique, un pôle de compétitivité sur les matériaux. Arnaud, c'est à toi. Si tu arrives à tenir 3 minutes, je t'en serai reconnaissante. Merci beaucoup. Je vais essayer, Sophie. Donc bonjour, Arnaud Bousquet, directeur du Matériopôle. Alors, on est un cluster, on n'est pas un pôle de compétitivité, malgré notre nom. Donc nous, Matériopôle, qu'est-ce qu'on fait? On a un réseau fort de 80 membres basés en Île-de-France, puisqu'on est basé à Vitry-sur-Seine. On est d'ailleurs soutenu par le département du Val-de-Marne, ainsi que par le Grand Orly-Seine-Bièvre et par la région Île-de-France et l'Europe sur du projet. Nous, nos missions sont assez simples. On est là pour aider les territoires à déployer ou à se redéployer économiquement, notamment sur les activités liées aux matériaux et procédés, puisque notre particularité, c'est que le Matériopôle s'adresse à tous les matériaux et tout procédés, puisque justement, on a été créé pour décloisonner les filières matériaux et permettre de faire de la fertilisation croisée. L'axe 2, c'est évidemment de faire du soutien à l'innovation, d'accompagner et de favoriser l'émergence de projets, notamment auprès du monde académique, et de favoriser les émergences de projets en parallèle entre académiques et entreprises. Enfin, on soutient les acteurs économiques, notamment en développant des tiers-lieux dédiés vraiment à l'accompagnement des projets d'innovation dans les matériaux. Donc, on avait un premier tiers-lieu qui était le Pasteur, qui existe depuis 2016, et nous ouvrons deux nouveaux tiers-lieux, un en septembre sur 600 m² à Cherriou, qui sera dédié aux éco-activités, donc matériaux et éco-activités, et le troisième qui ouvrira lui en 2022, début 2022, dédié aux métiers d'art, puisque justement, ça montre un peu le panel de nos activités. On a des gens qui sont dans les biotechnologies, des gens qui sont dans l'industrie, des gens qui sont dans le BTP, les transports, et le but, c'est de les faire travailler ensemble sur des sujets. Et enfin, on a un gros axe aussi qui est de la formation et de la sensibilisation, où on intervient auprès d'écoles d'ingénieurs ou avec d'autres opérateurs pour former des jeunes ou des moins jeunes sur les questions des écomatériaux, notamment du développement durable ou tout simplement de l'économie circulaire. J'en tiens pour preuve notamment ce qu'on a fait avec Villette Maker sur une formation en design circulaire. Nos activités sont assez larges, comme je vous le disais, et nous, on a vocation à vraiment continuer à développer ces sujets-là, notamment sur la suite d'un projet de thèse qui était la thèse EcoCirc que nous avions menée sur économie circulaire et commande publique. Et on travaille ça notamment avec le GIP Maximilien, puisqu'on participe à leur groupe de travail sur ces sujets-là. Mais on travaille aussi ce sujet-là avec nos soutiens classiques qui sont le Grand Orly et le département du Val-de-Marne. Voilà. Plein de beaux projets en perspective. Merci Arnaud, tu as joué le jeu. Isabelle, donc tu n'es pas un réseau du PEX, mais tu sais comment aider les territoires à aller dans leur transition écologique.
Le réseau TEDIF, un réseau ami, on te laisse la parole si tu arrives à tenir 3 minutes. Oui, merci Sophie, je vais le faire, ne t'inquiète pas. Donc bonjour, je suis Isabelle Robineau-Bertrand, donc référente territoriale, transition écologique et territoire au CEREMA. J'assure l'animation du réseau TEDIF qui est, comme le Matériopôle, est là pour aider les territoires. Donc nous, on est 5 acteurs institutionnels franciliens, donc qui avons monté depuis 2002 ce réseau TEDIF, qui veut dire Territoire, Environnement, Développement durable en Île-de-France. Et ensemble, en mutualisant quelques ressources, on essaie de faciliter la transition écologique des territoires franciliens en leur apportant un accompagnement qu'on appelle collectif, c'est-à-dire un accompagnement qui est complémentaire de celui que chacun de nous apporte déjà au territoire. On a un fil rouge qui est les ODD, et moi j'appartiens au CEREMA, je ne vais pas prendre le temps de le préciser, mais j'ai des collègues en charge du Carnot et des sujets d'innovation qui sont là cet après-midi pour les rendez-vous. Si tu peux passer, en quoi consiste l'accompagnement collectif? C'est surtout l'organisation de temps d'échange. Donc on a tous les ans des rencontres régionales sur des aspects un peu méthodologiques d'élaboration de projets, sur les questions de mobilisation des acteurs, de participation citoyenne, d'évaluation, et des ateliers thématiques, donc sur un certain nombre de sujets que doivent traiter les collectivités franciliennes à toutes les échelles, qu'elles soient engagées dans un plan climat ou un agenda 2030. Et ces ateliers thématiques, on essaie le plus souvent de les organiser avec d'autres réseaux thématiques plus spécialisés sur ces sujets, parce qu'au-delà des échanges de pratiques entre collectivités, ça leur permet aussi des rencontres avec les acteurs clés de différentes filières. Je vous ai mis là des illustrations. J'aurais pu mettre ce qu'on a fait avec le PEX à l'occasion des 2 premières éditions de cette rencontre, mais on a travaillé par exemple avec le club des collectivités engagées dans l'économie sociale et solidaire. On a travaillé également avec le GIP Maximilien sur les questions de commandes publiques qui peuvent contribuer à la transition écologique. Et récemment, j'ai organisé un atelier qualité de l'air, mais je ne connaissais pas FIMEA. Voilà, la prochaine fois, je prendrai contact. Voilà, je ne vais pas en dire plus, simplement sur la dernière, montrer qu'on diffuse de l'information grâce à notre site, une newsletter et puis quelques travaux pour faire le point d'avancement. Nous, on est un réseau où adhérer est gratuit. Il suffit que vous me transmettiez via notre site une demande de diffusion d'informations et vous serez tenu au courant de toutes nos activités. Voilà, j'en ai fini. Merci à vous et merci à l'équipe du PEX. Merci beaucoup Isabelle. Donc c'est toujours un plaisir de monter des rencontres avec toi. Là, je vais faire maintenant appel à Mathieu Amberso, qui est responsable innovation et de plein d'autres choses pour la Green Tech Innovation. Mathieu, c'est pareil, si tu arrives à tenir en 3 minutes. 3 minutes, je vais essayer. Un grand merci pour cette séquence de pré-clôture. Donc effectivement, Green Tech Innovation, pour ceux qui nous connaissent, c'est un réseau qui existe depuis 2016, qui a permis la labellisation et le soutien de 215 startups au niveau national. Pour ceux qui ont suivi aussi un petit peu nos actualités, en octobre 2020, donc la ministre de la Transition écologique a souhaité réorienter et renforcer son action sous l'angle territorial, ce qui a conduit à l'accélération de la mise en place d'un réseau d'incubateurs qui compte une trentaine de structures un peu partout en France, dédiées au Green Tech, et la mise en place d'un Living Lab dont je vais vous parler dans un instant. Une autre partie de ces annonces concernait l'accompagnement qui est proposé, qu'on a à sa demande restructuré. Aujourd'hui, Green Tech Innovation, c'est donc un accompagnement qui est structuré en 5 piliers. Un premier accompagnement en termes de communication des startups et des PME éco-innovantes. Un deuxième pilier autour de l'accès à des clients et à des réseaux. Et donc, c'est tout l'objet de notre collaboration avec le PEX Île-de-France aujourd'hui et l'organisation de l'après-midi de rencontres d'affaires avec des organismes publics. Un troisième axe qui est ce qu'on appelle le booster digital, donc toute une offre de services qu'on paye au niveau du ministère et qu'on met gratuitement à disposition de nos startups
qui vont de formation en ligne à des études de marché, etc., à des contacts presse ou à des contacts décideurs publics. Un quatrième pilier qui est donc achat public et expérimentation territoriale, c'est sur celui-ci que je vais m'exprimer, et un cinquième qui est un accompagnement premium qui est plutôt dédié à notre partenariat French Tech avec les membres de French Tech 120 ou les 20 lauréats du Green 20 qui est leur dernier concours auquel on a largement participé. Pour arriver tout de suite au cœur de ma présentation, donc aujourd'hui je vais vous parler du Living Lab qu'on a monté à Saint-Mandé, qui est une structure nouvelle. C'est un lieu qui a vocation, donc qui regroupe 18 postes de travail et qui a vocation à faciliter les expérimentations publiques, les expérimentations et les achats publics. Et la deuxième mission qu'on s'est donnée, c'est de faciliter les transferts d'expertise d'organismes scientifiques vers des startups. Alors, je vais revenir plutôt à la première mission, c'est plus l'objet de la journée. Ce Living Lab, on le monte en partenariat avec différents acteurs, avec l'IGN, avec Météo France, avec le CEREMA, on en parlait tout à l'heure, avec l'ADRIEAT et avec Paris-Est Marne-et-Bois, et demain d'autres acteurs. Donc Paris-Est-Marne-et-Bois, c'est 13 communes du Val-de-Marne qui sont de Saint-Mandé, on va dire, à un petit peu plus à l'est, où vous pouvez situer donc avec Vincennes, Saint-Maur, etc. Aujourd'hui, on héberge 3 projets et l'idée qu'on souhaitait vous proposer, c'est si vous êtes intéressé par le fait de nous rejoindre, si vous pensez que vous vous inscrivez dans cette démarche-là, vous pouvez nous envoyer des candidatures et rejoindre le Living Lab pour une durée de 3 à 6 mois renouvelable. Et l'objectif, c'est qu'ensuite, vous nous rejoigniez pour un projet particulier sur lequel on s'entend avec vous et qu'on va essayer de monter avec l'un des partenaires fondateurs du Living Lab et pour lequel il y aura un suivi régulier. Et donc, si vous vous inscrivez dans ces 2 dynamiques-là, n'hésitez pas à nous contacter. Donc, je vais envoyer un petit message dans le fil d'actualité tout à l'heure pour que vous ayez mes coordonnées. Dernier point, petite actualité, on devrait à partir de septembre commencer à travailler sur un service de portail, un portail de services dédié aux acteurs des Green Tech en France, qu'on va tester d'abord sur notre communauté et ensuite élargir dans un deuxième temps, et qui comportera un certain nombre de briques en lien avec l'achat public. Et donc, restons en contact pour ceux que ça peut intéresser. Et si vous pensez que vous pouvez, là encore, contribuer, on sera ravis de le faire. Voilà, je ne vais pas vous retenir plus longtemps parce que je sais qu'un ventre qui pleure n'a plus d'oreilles, donc je pense qu'il est temps pour beaucoup d'entre nous d'aller manger. N'hésitez pas à vous inscrire si ce n'est déjà fait aux rencontres d'affaires cet après-midi, à vous connecter à 14 h sur ce même lien pour voir le mot introductif du Commissariat général au développement durable et de Paris-Est-Marne-et-Bois. Et surtout, si vous avez des rendez-vous en attente, n'hésitez pas à les valider. Voilà, c'est aussi ça qui fera le succès de cet après-midi de rencontre. Et voilà, encore merci pour cette prise de parole et OPEX pour l'organisation de cette belle journée. À bientôt. Merci à toi, Mathieu. Louise, Grégory, je vous laisse la main. Je vais donner la main à Grégory pour la conclusion. Oui, bonjour à tous. Je suis donc Grégory Fauveau, je m'occupe du pôle économie circulaire et déchets et des actions vers les entreprises. Et effectivement, je vous rassure, ça ne va pas être long, je vais prendre 2 minutes encore d'attention. Juste pour conclure, en tout cas, j'espère que vous avez pu découvrir des projets intéressants, des initiatives inspirantes. En tout cas, moi, j'y ai trouvé une mine d'informations et certains projets que je ne connaissais pas. J'ai noté aussi beaucoup d'enthousiasme par les porteurs de projets et je trouve que c'est motivant de voir du concret et de l'opérationnel dans un événement comme celui-ci. Merci à eux. Pour aller plus loin et en lien évidemment avec l'ADEME et les dispositifs de l'ADEME, pour faire très court, ça a été mentionné par Jérémy Almosny et Valérie Jouvin. Moi, je vais vous renvoyer vers la plateforme Agir pour la transition. Vous tapez Agir sur un moteur de recherche, vous tomberez dessus très très bien. Et c'est une plateforme dans laquelle vous pourrez identifier l'ensemble des dispositifs de l'ADEME auxquels vous pouvez prétendre en tant que territoire, en tant qu'entreprise, entreprise pour vous ou pour vos clients. Donc, ça peut être intéressant aussi de l'identifier. Et c'est une plateforme sur laquelle vous pouvez déposer directement les dossiers de demande d'aide. Donc, je vous recommande vraiment d'y aller, de créer un compte et d'aller explorer tout ça. C'est également une mine d'informations.
Et puis moi, je voulais juste conclure en remerciant le PEX, évidemment, pour toute l'organisation, l'implication que je connais pour travailler depuis longtemps avec eux. Et merci surtout aux intervenants qui ont bien voulu partager toutes leurs expériences et leurs projets qui, je crois, permettront à la réalisation de nouveaux projets et j'espère de la mise en réseau, parce que c'est important, la collaboration entre tous. Donc, merci encore et je laisse la main à Louise pour la suite du programme. Ben, tu as dit beaucoup de choses parfaites. Donc moi, c'est l'occasion de te remercier toi, Grégory. Isabelle aussi, Robino Bertrand, Marc Dufaux, qui ont été vraiment le comité d'organisation et qui, depuis 3 ans, voilà, on construit ensemble ce programme et avec vous tous, en fait, qui nous avez fait remonter des propositions et vous participants. Donc, merci à tous. Et puis, on se retrouve à 2 heures sur le même lien de connexion avec plaisir. Et pour ceux qui veulent voir les prochains événements ou s'inscrire du PEX, n'hésitez pas. Louise, tu peux passer juste la slide en attendant que… voilà, si jamais vous ne revenez pas, mais on espère bien que vous revenez cet après-midi, notez bien dans vos tablettes. Prochaine rencontre Ecotech Plastique et Emballage le 1er et 2 juillet. Alors, j'ai laissé ministère de la Transition écologique, mais non, ce sera à 100% à distance. Pour des raisons d'organisation. La deuxième rencontre Solutions innovantes pour les ports durables le 14 octobre à Polytech Lyon et à distance. Et la 4e rencontre Ecotech Innovation Énergie le 14 décembre au ministère de l'économie à Paris et à distance, sachant que vous avez 2 appels à solutions qui sont en cours, celui pour les ports durables et l'énergie, qui se termine le 30 juin. Et pour la rencontre plastique et emballage, si vous voulez participer au B2B, il faut se dépêcher. La plateforme ouvre dans moins de 15 jours. Et ne vous en faites pas, on vous transmet toutes ces informations dans un message aujourd'hui. Voilà, ne perdez rien. Je dis juste 2 mots. Merci à vous tous. Merci à l'équipe du PEX qui s'est mobilisée depuis plusieurs mois. Merci à Louise. Et vous retrouvez beaucoup d'informations sur la page Jour J. Il y a une super page. Enfin, vous ne voyez pas, mais il y a eu beaucoup de temps passé derrière pour faire une super page pour vous. Vous avez tout l'écosystème, les informations, les coordonnées, ainsi de suite. Enfin, la liste des participants, allez-y. De toute façon, ça sera encore ouvert même après la rencontre. Mais surtout, n'oubliez pas d'y aller. Voilà. Merci à vous tous. Très bon déjeuner et à 14 h sur ce même lien. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Bon appétit. Merci. Merci.